la vidéo ne correspond pas aux standards de la communauté. Mais bordel, circuler, il n'y a rien à voir. Ils ont fait tout leur possible pour vous empêcher de parler. Et c'est la fin des libertés individuelles. Ce genre de pression, c'est à un moment donné, c'est ça une idéologie dominante en haut de la société. Il y a une déconnexion de plus en plus forte. Il y a un recroquevillement. Et pourquoi ne pas écouter des voix dissonantes? Tout le monde a le droit de savoir. Les Français demandent des comptes et se posent des questions. C'est tout à fait normal. Les médias qui sont financés, qui sont subventionnés, sont forcément aux ordres. De plus en plus de gens maintenant vont se renseigner sur Internet. Nous dérangeons de plus en plus grâce à la masse des citoyens qui nous écoutent chaque jour plus nombreux. Parlez-nous autour de vous pour qu'on puisse continuer de monter en puissance. Aidez tous les résistants pour la liberté. C'est cadeau, c'est pour moi. La matinale Tocsin, 7h30, 8h30, à la volée. Et ça sent bon, et si je vous le dis, ça sent bon. Alors d'abord, ça sent bon le saucisson, et ça sent bon la France finalement, hein, parce que c'est un peu ça la France quand même. On a du vin, du saucisson et des bons amis ici autour de cette table, et on va parler de vignoble pour le Beaujolais nouveau. On est quand même mieux ici qu'en prison, ça c'est sûr. Valentin Schirmer, je vous laisse peut-être maintenant prendre possession de cette table. Ah oui, mais c'est très particulier comme réaction, chère Clémence. Mais en tout cas, merci. J'ai le devoir d'interrompre cette émission. J'ai le regret d'annoncer que nous sommes le 3e jeudi de novembre. Et donc, qui dit 3e jeudi de novembre dit Beaujolais nouveau. Donc, c'est aujourd'hui, c'est la fête. Et puis, donc, ça commence très tôt le matin puisqu'on n'a que 24 heures pour le fêter. Alors, il faut vraiment y aller fort. Alors, on va commencer, je le propose, pour une entrée en matière, avec quelqu'un qui connaît le Beaujolais comme sa poche, quelqu'un qui donc a vraiment connu toute cette époque du Beaujolais nouveau depuis les années 70-80 jusqu'à aujourd'hui, et qui en plus on peut faire plus Beaujolais que monsieur Dominique Piron. Bonjour Dominique Piron. Oui, bonjour à vous. Bonjour. Alors, j'ai vu sur Internet que vous étiez donc vigneron à Morgon, et que vous êtes issu d'une famille de vignerons à Morgon depuis 14 générations. Ça nous remonte à Henri IV quand même. C'est bien ça? Et j'ai le nom des coupables jusqu'à 1590. Ah oui, ça fait quand même ça fait des cuvées. Vous avez fait boire, vous avez hydraté beaucoup de gens dans le Beaujolais. Alors donc vous connaissez ce Beaujolais nouveau, déjà ce vignoble du Beaujolais, parce qu'on parle du Beaujolais nouveau, mais le Beaujolais c'est aussi un vignoble qui a sa noblesse. Mais donc, racontez-nous un peu cette histoire du Beaujolais nouveau. Je crois que ça commence on présente ça comme une tradition qui remonterait à des millénaires. En fait, c'est une tradition qui date des années 50. C'est assez récent si on le ramène à l'histoire de France. Si on se replace dans le contexte, en 1951, le gouvernement a voulu créer une règle pour que tous les vins de la production précédente ne soient pas vendus avant le 15 décembre, parce qu'il y avait quelques abus. Voilà, donc le gouvernement a voulu créer une règle au 15 décembre. Là-dessus, il y a eu un holà des bistrots au hall à Paris, il y a eu un holà des professionnels qui, avec certains vins, aimaient servir ça plus jeune, plus facile, ça pétillait, c'était sympa. Et donc, finalement, le gouvernement a conservé cette date du 15 décembre pour tous les vins d'appellation française, et ils ont mis une dérogation au 15 novembre à l'époque pour 2 ou 3 vins de France. Il y a eu, je pense, le Muscadet, le Mâcon Blanc et le Beaujolais. Donc, le phénomène du nouveau, à condition qu'il marque le nom de nouveau en le commercialisant. Donc, ce phénomène a commencé tout doucement, mais ça a commencé au hall à Paris, quoi. Les halles, c'était un peu le ventre de Paris. Les gens se lèvent tôt, à 6h ou 7h le matin, ça consomme, ça mange, ça boit. D'ailleurs, on est armé. Je ne sais pas si vous voyez, mais on est armé. Mais, pardon, mais on dit qu'on est armé depuis tout à l'heure, mais personne ne cette bouteille. Alors, Jean-Louis Tremblay, qu'est-ce que vous faites là? Oui, on a oublié de saluer Jean-Louis Tremblay. Je suis passionné parce que grand reporter en vignoble aujourd'hui. Alors, excusez, on a interrompu Dominique Piron, mais donc vous êtes donc c'est une tradition qui ensuite a eu connu quand même quelques excès depuis les années 80. Il y a eu Oui, je pense qu'il faut en dire 2 mots du départ quand même. Ces bistrots au hall à Paris étaient en compétition entre eux, puisque le vin ne pouvait sortir qu'à minuit la veille. Donc il y a un problème de transport. Et les gens disaient « Ah, t'es bête, t'as pas eu ton nouveau ce matin, change de transporteur. » Et il a pris la même craie que… Il faut se replacer dans le contexte, début des années 50. Il a repris la même craie derrière le comptoir où quelques années avant, pendant le rationnement pour la guerre,
il a marqué sur la vitrine, le savon noir et le beurre sont arrivés, quoi. Il a marqué, le Beaujolais nouveau est arrivé. Et puis, ça a grossi, mais tout doucement, gentiment. Et ce sont les Anglais qui ont vu qu'il se passait un truc un peu rigolo au cœur de Paris. Et les Anglais qui ont toujours ce brin d'excentricité qu'on aime bien, ils ont voulu importer le phénomène en Angleterre. Et le Beaujolais, pendant une quinzaine d'années, a été envahi les 3 jours qui précédaient le Beaujolais nouveau par des Anglais qui étaient là pour partir le soir, la veille au soir à minuit, faire la course pour être le premier au ferry à Londres. Et là, on a vu pendant 10 ou 15 ans des excès de toutes sortes. Hein. On a vu des Anglais sauter en parachute au-dessus de Londres avec un carton dans les bras pour être le premier au pub. Il y a eu des courses d'avions. Et ce qui se passe à Londres, la mode comme la musique, ce qui se passe à Londres, ça part en Asie et ça part aux États-Unis. C'est un peu ce qui s'est passé. Et puis, il faut se remettre dans le contexte. Ces années 60 à 70, au départ, c'était le développement de la télévision. Et la télévision a fait beaucoup pour le développement du Beaujolais nouveau. Beaucoup. Parce que c'est un événement sympathique, tout simplement, joyeux, de convivialité. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé le même jour, à la même heure, dans le monde entier. Oui, bien sûr, parce que donc c'est un vin, il faut le dire aussi, qui est en France, on a tendance on fête le Beaujolais évidemment, mais on connaît évidemment d'autres vins. Mais à l'international, c'est le 2e vin le plus connu au monde après le champagne. C'est vraiment une folie. Alors on voit aussi les images au Japon, aux États-Unis, donc c'est vraiment à l'international quelque chose de très marquant de l'identité française. Oui, absolument. Le plus gros client a été le Japon. Pourquoi? Parce que les femmes au Japon, les femmes de 25, 35 ans, 40 ans, ont voulu, par opposition à leurs époux qui consommaient beaucoup d'alcool, ont voulu se marginaliser, si on peut dire. Et le Japon, c'est devenu une mode extraordinaire. On a vendu, il y a quelques années, au Japon, on vendait une bouteille pour 10 habitants. Il était 120 millions à l'époque, il partait de 12 millions de bouteilles seulement au Japon. C'est dommage qu'il fasse plus d'enfants parce que c'était un marché porteur. Donc voilà, après ça, oui, il y a eu ce développement a été énorme. Ce phénomène qui finalement n'est pas un phénomène de marketing au départ, c'est parti d'une manière naturelle par les bistrots des Halles, par les Anglais, par la télévision. Et les gens du Beaujolais, on a eu 2 ou 3 locomotives en Beaujolais qui ont donné du style, qui ont organisé la fête. Donc ça a été et qui ont bien accompagné le phénomène. Et après, le phénomène a grossi. On a peut-être vécu un moment un peu plus industriel, à un moment, il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, les volumes ont diminué, bien sûr. Aujourd'hui, qualitativement, les vins sont excellents. Il y a une grande diversité de Beaujolais. Ce vin qui est très facile à consommer, en fait, n'est pas très facile à faire. C'est du doigté, c'est de l'intuition. C'est un mélange du cépage, du gamay. C'est un mélange il faut peu de tanin. On essaie de conserver que les arômes, le fruit. Et aujourd'hui, autant de vignerons, autant de diversité. Je pense que c'est ce qui fait la richesse, cette diversité aujourd'hui. D'ailleurs, on en profite pour saluer donc le producteur de Beaujolais nouveau que nous avons sur la table, qui est Jean-Luc Bourbon. Donc son vin s'appelle l'Anti-Déprimeur et il fait du Beaujolais nouveau avec des vieilles vignes. Donc ça montre quand même qu'il y a un attachement à Beaujolais nouveau et qu'on n'est pas du tout dans le cliché du vin qu'on ne fait pas, qu'on ne travaille pas et qu'on vend juste pour à des fins commerciales. Mais le Beaujolais nouveau, il est revenu aujourd'hui dans ses fondamentaux comme autrefois. C'est-à-dire qu'il exprime vraiment une parcelle, il exprime un vigneron. C'est un peu il a la couleur de la casquette du vigneron, la couleur du terroir. Oui. Et on a beaucoup de commentaires ici en direct de personnes qui disent mais est-ce que finalement le Beaujolais nouveau, est-ce que c'est pas de la piquette? J'aimerais bien que vous répondiez à ça une bonne fois pour toutes. Après, oui, il y a eu beaucoup de critiques parce qu'il est aisé de critiquer. C'est très aisé de critiquer. Non, il y a eu forcément des excès. Pour que les gens disent ça encore aujourd'hui, il y a des idées qui se sont colportées depuis 20 ou 30 ans parce qu'il y a eu forcément quelques excès. Ah oui. Forcément.
Mais aujourd'hui, il faut regarder ça comme un produit de convivialité. Aujourd'hui, ce sont des vins qui ont du fruit. Ce n'est pas de la piquette. La piquette, pour moi, c'est rien. C'est du vinaigre. Ça n'a pas de nom. Ces vins-là sont l'expression de personnes, sont l'expression d'un terroir, d'un paysage. Et aujourd'hui, honnêtement, moi, je ne goûte pas de Beaujolais nouveau qui soit de la piquette, qui soit mauvais. Il y a des styles différents. On peut ne pas apprécier un style ou un autre. Alors ça, c'est très personnel. Mais il y a une telle variété aujourd'hui de ces vins-là qu'il est impossible de ne pas y trouver son bonheur. D'ailleurs, il y a ce fameux cliché que ça aurait un arôme de banane. Alors, c'est aussi lié aux excès des années 80 quand on mettait des choses chimiques. Mais d'ailleurs, je peux vous dire que celui-là n'a pas du tout un arôme de banane et qu'il a vraiment un nez beaucoup plus. Oui, mais attendez, poivré. l'arôme de fruits, ça peut s'expliquer aussi justement avec les vins jeunes. Vous peut-être nous en dire un mot. Souvent, on sent plus les notes de fruits quand le vin est très jeune. Oui, et puis, bien sûr, vous avez raison, c'est l'apanage des vins très jeunes. Après ça, on fait des vinifications extrêmement courtes pour préserver les arômes et le fruit. On n'a pas besoin de tanin. Le tanin, c'est l'ossature qui convient bien pour des moulins à vent, des morgons, pour des vins à conserver plus longtemps. Ici, on ne cherche que le fruit. Donc, des fermentations très courtes pour garder cette expression aromatique, tout simplement. Oui. Ben, en tout cas, alors, Jean-Louis Tremblay est très silencieux depuis tout à l'heure pour des raisons éthyliques, parce que lui est plus occupé à justement s'imprégner de ses arômes de fruits. Mais est-ce que vous avez une question à poser à Jérôme Bourmont? Oui, moi, je voudrais qu'on revienne sur cette... je crois qu'on en parlera tout à l'heure avec notre second invité, mais il y a solidement ancré dans les mentalités cette idée que finalement le Gamay n'est pas un cépage noble, et ça date pas d'hier, puisque on a en tête le décret de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne de 1395, qui interdit qu'on plante du Gamay en Bourgogne. Et qui, de cette manière, dit voilà, ce sera du pinot noir exclusivement. Alors, est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus, sur le Gamay, sur la réputation des cépages, ou sur des choses comme ça? Ouais, d'abord, Philippe le Hardi, c'est pas d'aujourd'hui. Deux, à l'époque, les Gamay étaient plantés dans la plaine fertile de Dijon. Et là, le Gamay, qui peut être vite productif sur des sols un peu riches, donnait des vins peut-être un peu légers. Donc c'est certainement la raison de l'époque. Il n'y a pas aussi une question de résistance aux maladies, non? Non, le Gamay n'est pas plus sensible qu'un autre cépage à quelques maladies que ce soit. Le Gamay aujourd'hui est le cépage dans l'axe de la consommation du monde, parce qu'il donne des vins avec du fruit et de la rondeur, pas trop de tanin dur, on n'a pas besoin du bois pour le vieillissement. C'est un vin qu'on peut appeler facile quelque part et qui accompagne beaucoup de choses. Mais on parle du nouveau, mais si on veut aller plus loin avec le Gamay dans des expressions, avec des vinifications de crus aujourd'hui, dans des morgons ou des moulins à vent ou des Juliénas, qu'importe, vous obtenez aujourd'hui des vins qui, sur le marché mondial, sont carrément dans le bon ton avec tous les autres cépages. Le Gamay aujourd'hui est un cépage qui redevient à la mode par son côté fraîcheur et facilité, quoi. Les gens ont été fatigués à un moment des cépages compliqués où c'était la course à l'ensoleillement, l'alcool, au boisé, où ça a séduit dans des intermédiaires et des journalistes, mais où le consommateur final n'y a jamais trouvé son compte. Le consommateur final, il veut du vin pour boire, pas pour réfléchir. Et c'est vrai que les vins de Gamay, qui viennent d'autres régions, il y en a aussi en Loire qui sont très bons. Le vin de Gamay est un vin absolument pour ça. C'est un vin de partage et de convivialité. Oui, en fait, il faut faire confiance au bon sens populaire, là encore. On est d'accord. Et puis, il faut aussi se dire que, justement, c'est cette course au boisé à l'ensoleillement que décrit Dominique Piron a donné des vins à une montée des prix, notamment en Bourgogne et à Bordeaux, qui fait que aujourd'hui les gens ont même tendance à plus se rapprocher des vignobles qu'on connaît moins, quand le grand public connaît moins, comme le Beaujolais, parce que ça donne aussi des vins en termes de rapport qualité-prix qui sont bien supérieurs à Bordeaux ou à Bourgogne, parce que il y a des vins en Bourgogne ou à Bordeaux, on ne sait pas du tout ce qu'on achète, quoi. C'est tellement, il y a tellement de producteurs qu'on ne sait plus du tout, et le Beaujolais là-dessus est, en termes de qualité, est plus sûr aujourd'hui que beaucoup de vignobles. Je me trompe,
Dominique Piron? Oui, et puis une notion qui est très simple tout de même, on débouche une bouteille de vin quand on a quelqu'un avec soi, on débouche rarement une bouteille de vin tout seul, donc on a quelqu'un avec arriver soi. aussi, attention. C'est pour partager, c'est de l'amitié, on prend un verre, tenter d'en prendre un second. Ces vins-là qui ne sont pas trop lourds et pas trop alcoolisés conviennent très bien. Il y a certaines appellations dans le monde qui sont plus compliquées de ce côté-là, où les vins, quelque part, sont devenus trop concentrés et trop lourds. Et là, à ce sujet, justement, on parle de convivialité. On a aussi beaucoup de commentaires. Alors d'abord, je vous remercie parce que des super commentaires, dont beaucoup de gens BRPH qui nous dit, moi, je suis passé de Sud Radio au Toxin. Il y a beaucoup plus de fraîcheur. Bon, on a une auditrice qui nous dit qu'elle a peut-être, on a une auditrice qui nous dit qu'elle a peut-être vendangé chez vous dans les années 90-2000, Dominique Piron. Ah, mais on a vu passer beaucoup de monde. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Mais en tout cas, et l'antidéprimeur, pour revenir justement sur cette fraîcheur, sur cette convivialité dont on a tous besoin. On a beaucoup de sujets, nous, qui sont un petit peu durs, mais parce qu'il faut les traiter, parce qu'il faut être réaliste. Et le vin, ça fait partie des réalités françaises qui sont encore là. En fait, on parle souvent d'enracinement. Ben voilà, un véritable enracinement. Et c'est pour ça qu'on est ravis de vous avoir et qu'on est ravis de parler en plus de cette belle étiquette et de ce magnifique nom anti des primeur, vous l'aurez compris, et après on a l'anticonformiste, donc on est quand même. On ira ensuite sur l'anticonformiste avec le deuxième invité, mais je voulais revenir avec une dernière question sur une anecdote que j'ai aussi relevée en regardant votre nom dans la presse sur Internet. Vous auriez fait goûter votre vin au président chinois Xi Jinping, apparemment. Oui, j'ai eu cette grande chance. Lorsque le président chinois a fait un voyage officiel en France en mars 2014, il a commencé son voyage à Lyon, puisque Lyon est presque plus connu que Paris en Chine. Il y a un historique de Lyon avec la Chine. Il y a eu les routes de la soie. Il y a eu la seule université chinoise construite hors de Chine était à Lyon en 1921. Donc, il a commencé sa visite à Lyon. Et on m'a demandé, 2 jours avant, il a demandé à rencontrer 2 ou 3 entreprises agroalimentaires. Et on m'a demandé si je voulais présenter mon entreprise, le Beaujolais. Et finalement, j'ai passé 5 ou 6 minutes avec le président chinois, à lui expliquer les vins qu'il a, semble-t-il, apprécié. C'est un amateur de vin, en tout cas. Et c'était un très bon moment parce que ça a permis de valoriser le Beaujolais en Chine d'une manière assez forte. Et il a quelle réaction? Il était content de ce vin? Il avait semblé apprécier? Oui, c'est un politique, il n'allait pas dire que c'était pas bien en tout cas. Mais non, on lui a servi des bons vins, il a apprécié, il a posé des vraies questions, des bonnes questions. C'était bien, il avait une belle attitude, il tenait la culture du vin n'est pas forcément où on pense, et lui l'inculture d'ailleurs. Et il avait une manière de tenir son verre, de consommer, de poser des questions qui relevait d'une grande connaissance. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Dominique Piron. Je rappelle donc, alors vous êtes toujours vigneron. J'ai vu que vous étiez, parce qu'on a eu aussi pour vous trouver, parce que le domaine Piron, vous ne le gérez plus, c'est ça? Oui, alors il y a eu des changements un peu dans la vie. J'ai cédé une entreprise et j'en ai recommencé une autre. D'accord. Donc vous êtes toujours vigneron actuellement? Ah, je suis toujours vigneron. Et donc où est-ce qu'on peut retrouver vos vins? Principalement aujourd'hui, moi j'ai redémarré d'entreprise, donc principalement chez moi, au Vieux-Bourg à Corcelles. On a refait une cuverie dans l'ancienne église du village. Ah, superbe. Eh ben écoutez, magnifique. On invite tous les auditeurs d'ailleurs quand ils achètent du vin, à aller aussi voir les producteurs pour voir comment ils travaillent. C'est la meilleure manière de contrôler le produit. Merci beaucoup en tout cas Dominique Piron. Et puis je précise aussi que vous avez été président de l'Inter Beaujolais et donc ça fait de vous quelqu'un qui connaît vraiment ce sujet. C'est pour ça qu'on voulait vous avoir ce matin. Une toute dernière question qui fera la transition avec notre seconde partie d'émission. Est-ce que vous connaissez le roman Le Beaujolais nouveau est arrivé de René Fallet? Oui, je l'ai lu, on s'entend, oui. D'accord. Bon, eh ben écoutez, on va c'est justement le sujet qui va venir tout de suite avec la chronique littéraire de Jean-Louis Tremblay. Merci à vous en tout cas. Merci. Le coup de marteau. La chronique littéraire de Jean-Louis Tremblay. Je vous ai vu très silencieux pendant ce moment, parce que d'ailleurs votre verre est bien descendu par rapport au mien. Concentré. Donc, je vous propose d'inverser un peu les rôles et de vous laisser parler pendant que moi j'apprécie mon Beaujolais. Très bien. Eh bien, je vais parler donc de ce roman de René Fallet, Le Beaujolais nouveau est arrivé.
Livre de 1975, René Fallet, faut-il le présenter, c'est l'auteur de, entre autres, Un idiot à Paris et de La soupe aux choux, qui a été adapté au cinéma avec le tandem qu'on connaît, Carmet-Funès. Alors, ce roman raconte l'histoire d'un quatuor, quatre copains qui passent leur journée dans leur QG. Leur QG, c'est un bistrot qui s'appelle le Café du Pauvre. Absolument. Dans la banlieue parisienne, du côté de la Marne. Autour d'eux, le monde est en train de changer. Ça date de 1975. Est-ce que vous pouvez donner les noms quand même des quatre, parce que c'est bien sûr. Oui, parce que René Fallet a le chic pour trouver des prénoms à ses héros. Alors, il s'appelle Camadul, Poulouk, Captain Bojol et Debedeux. Voilà. Captain Bojol qui est dans le ton de cette émission. Alors, Captain Bojol, c'est un type c'est un vétéran de la guerre d'Algérie qui ne parle que de ça. Et on a l'impression qu'il était commando, et en fait, on s'aperçoit à la fin qu'il n'était pas du tout. Pas du tout, il était fourrier et qu'il n'a jamais quitté l'intendance. Enfin, peu importe. Captain Bojol, lui, il est concentré sur le Beaujolais, comme son nom l'indique. Et alors, donc, ces quatre amis sont lutte contre la modernité. En fait, c'est un manuel de survie, un petit peu de résistance. D'ailleurs, en exergue, il y a cette phrase du poète Achille Chavez: je suis un vieux peau rouge qui ne marchera jamais dans une file indienne. Voilà, ça résume un petit peu la philosophie de nos quatre amis. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Rien, justement. Et c'est tout un art de rien faire. C'est ce que nous explique d'ailleurs Camadul tout au début, quand il croise un jeune homme qui ne veut rien faire dans sa vie. Il lui dit: t'as bien raison, fiston. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et voici ce qu'il dit: j'ai jamais fait autre chose que de rien faire. Et c'est du boulot, crois-moi. C'est pas de la tarte dans un pays qui a toujours besoin de ses enfants pour leur vider les poches. Les pompes la sueur, c'est plus vorace que le morbac, plus goulu que le tréponème. Voilà, le ton est donné. Donc, ne rien faire de sa vie, tout un art. Et c'est pas une sinécure, nous explique Camadul. Et alors, tout y passe là-dedans. On a évidemment la promotion immobilière, le goudron, le béton, le bitume, tous ces petits bistrots qui ferment, toute une France finalement qui disparaît. Voilà, un mode de vie qui disparaît, la course au fric, on est dans les 30 glorieuses. Et eux résistent dans ce petit QG, le Café du Pauvre. Mais ils sont lucides, ils savent que c'est un monde qui est en train de disparaître. Et Camadul, toujours le même, qui est un petit peu le philosophe du groupe. Camadul, il a de l'expérience puisqu'il n'a jamais rien fait de sa vie. Il partage son temps entre les bords de la Marne où il essaie de pêcher, mais la Marne est complètement polluée, donc il n'y a plus de goujons. Et puis le Café du Pauvre. Et accessoirement, il a une brocante, mais enfin, la brocante est toujours fermée. Il y a marqué: je suis au café tous les jours, de 8h du matin jusqu'à 20h. Voilà. Alors, Camadul, lui, il prophétise ce que va être le monde de demain, et vous allez voir que ce monde de demain, donc décrit par Camadul en 1975, ressemble beaucoup au nôtre. Voilà ce que dit Camadul. Il n'y aura plus une voix discordante. Le dernier dérouspecteur a été gommé de la surface du globe avec le dernier artisan, le dernier poète, le dernier pêcheur, le dernier paysan, l'ultime homme libre. Les lois sociales ont eu leur peau. Ils ne joueront plus au tambour dessus. Les oies du Capitole, leur foi est en boîte. Tes moutons de l'an 2000, alors lui, il voit l'an 2000, j'en ai 20 de plus, mais bon. Tes moutons de l'an 2000 pèsent baignés de musique douce 24 heures sur 24. On les tond, on les bouffe sans qu'ils poussent le moindre soupir. Il n'aura fallu que du temps et de l'argent pour en arriver là. Je ne sais même plus s'il y aura encore des flics. Tout un chacun sera le flic de l'autre et son propre flic s'il le faut. Souvenez-vous ce qu'on a vécu pendant le Covid. Oui. On apprendra dans les lycées que de l'inodore, de l'incolore, du sans-saveur, et l'uniformité naîtra de l'université. Et ça, c'est vraiment le wokisme dans toute sa splendeur, avec 50 ans d'avance. Ce sera l'âge d'or du veau d'or, du con croissant multipliant, le mot d'amour enfin programmé sur ordinateur, et pas un mot plus haut que l'autre. Pas une lentille au-dessus du tas de lentilles. La belle vie, quoi, surgelée, à découper selon pointillé. Voilà, je trouve que c'est particulièrement bien. C'est très fort, ouais. Très fort, très bien écrit. Et René Fallet est un auteur de l'argot qui est vraiment sensationnel. Alors, maîtrise de l'argot, c'est aussi un poète. Je trouve qu'il y a beaucoup de poésie. Il a écrit de la poésie. Mais il a une poésie un peu, justement, du pauvre, entre guillemets. Poésie en prose, oui, bien sûr. Il y a quelque chose de Céline, quand même, vous qui êtes un grand spécialiste de Céline. Est-ce que vous diriez qu'il y a quelque chose de Céline ?
il y a un petit peu de Céline dans l'usage de l'argot, je dirais, ou plutôt de la langue populaire, plus exactement. Sauf que Céline était un Parisien 100% pur jus. Ouais. Alors, Fallet l'est aussi, mais Fallet... il perçoit les héros du quotidien. Oui, mais surtout, il a beaucoup croqué le Bourbonnais, l'Allier, etc. Oui. Donc, il parle Jaligny beaucoup de sur cette Belle. région. Mais c'est vrai que il y a un petit peu de Céline chez lui. D'ailleurs, il y a ce côté quand même anticonformiste et antisocial qu'on retrouve. C'est un fils de cheminot, René Fallet. Hein, il a commencé comme ça. Et c'était un grand pote, notamment de Audiard et Carmet. Ah oui. Et Brassens aussi, surtout. Brassens, Et donc, Audiard et Carmet. Voilà. et Audiard. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder. Il y a une émission de Glénat, vous retrouvez facilement. Vous tapez Audiard, Fallet, Carmet, Fallet. C'est merveilleux. Ils sont autour d'une table. Et puis Audiard explique pourquoi il a arrêté de boire. En gros, il a arrêté de boire parce qu'un jour, il a déjeuné avec Fallet et Carmet et que le lendemain, il a vu les montagnes de bouteilles et qu'il s'est dit c'est plus possible. Et puis Audiard a eu cette excellente phrase, je crois, à une époque, quand on lui demandait pourquoi vous avez cessé de boire, il a dit j'ai cessé de boire le jour où je me suis aperçu que je faisais toujours le même film. C'est pas totalement faux. En plus, J'aime beaucoup Michel Audiard, mais c'est un peu vrai. On est d'accord. Et puis d'ailleurs, il raconte aussi dans cet épisode, dans cette vidéo, Audiard, la manière dont Fallet, quand il était ivre, se parlait à lui-même. Il s'enfermait dans son bureau et il se parlait en faisant le tour de la table pour se répondre à chaque fois. C'est génial. Voilà, donc c'est un grand homme qui a beaucoup vécu. Et en parlant Enfin, beaucoup vécu, il est mort jeune, hein, justement. Oui, mais c'est de manière intense de vivre. Voilà, ça sert à rien de vivre trop longtemps quand on vit comme Fallet. Alors, on va se tourner quand même vers, parce qu'on parle de Beaujolais. D'ailleurs, on a ouvert sa bouteille sans lui demander la permission. On va se tourner vers Jean-Luc Bourbon quand même, puisque c'est notre deuxième invité et nous voulions vraiment le recevoir. Bonjour Jean-Luc Bourbon. Oui, bonjour. Vous nous entendez bien? Très bien. Oui, je vous entends. Très bien. Super. Alors, vous êtes vigneron anticonformiste. On montrera pour ceux ensuite pourquoi vous êtes anticonformiste. Vous êtes situé à Thésée, donc dans le Beaujolais. On est au sud-ouest de Villefranche-sur-Saône, dans le Rhône. Et donc, vous travaillez d'ailleurs en bio et certifié HVE. Donc, vous êtes quelqu'un qui respecte ce travail. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord, pour commencer, nous parler de votre vin qu'on a commencé à ouvrir, donc l'antidéprimeur, d'abord, ce Beaujolais nouveau. Donc, on était avant avec Dominique Piron qui nous expliquait à quel point le Beaujolais nouveau, c'était extrait de sa réputation de vin pas travaillé, chimique, avec des arômes de banane. Là, on voit qu'avec le vôtre, on a commencé à le goûter. Vous d'ailleurs, vous le travaillez avec des vieilles vignes. Donc, c'est quand même quelque chose aujourd'hui qui est un produit que vous arrivez à travailler et qui est plus du tout dans la logique purement commerciale des années 80-90. Oui, tout à fait. Moi, le Beaujolais nouveau, j'ai toujours eu une approche de me dire c'est un vin qui est pas forcément comme les autres. Pour moi, c'est le vin des amis, c'est le vin du partage, c'est le vin qui doit être facile à boire et avec de la convivialité. Donc, on va rechercher quelque chose de goût et après, moi j'ai pour habitude de dire que les bananiers, il y a longtemps qu'ils ont gelé dans le Beaujolais. Hein. C'est une manière c'est une bonne manière de le présenter. Alors, parlez-nous aussi un peu de votre domaine, puisque vous êtes, c'est un domaine qui quand même qui a quelques années déjà, quelques générations derrière vous. Oui, je suis la 3e génération. Moi, j'ai vinifié pour la première fois en 2002. J'ai eu un passé un petit peu avant. J'ai été chauffeur routier. J'ai été dans la gendarmerie également. Donc voilà. Et quand j'ai repris le domaine, voilà, ça fait 21 ans maintenant que je suis vigneron. C'est un métier de passion. Je travaille sur 17 hectares. Tout est labellisé bio. Parce que ça, c'est une conscience personnelle. C'est vraiment, je dirais que je suis pas dans le bio commerce. Je suis dans le bio parce que c'est nécessaire pour moi. Voilà, ça faisait très longtemps que je travaillais déjà les vignes sans utiliser de désherbant et puis voilà, on est allé vers la certification bio naturellement. D'accord, oui, vous n'êtes pas, parce que c'est vrai que vous faites bien de le dire, il y a une partie du bio qui est extrêmement commerciale et qui respecte pas forcément plus la nature. Il y a des techniques pour rentrer dans le cahier des charges en bio qui, sans forcément respecter plus la vigne et la nature, permettent de vendre ces vins un peu plus cher. Et vous avez une vraie conscience de travail et ça fait, vous n'êtes pas, vous travaillez déjà en bio avant d'être certifié bio quelque part. Ah oui, ça faisait déjà plus de 10 ans que je ne mettais plus de désherbant, que je travaillais, que je limitais déjà les intrants.
Je fais partie de ceux qui utilisent le moins possible de produits, même si en bio on utilise quand même des produits. Donc les matières actives sont naturellement présentes sur Terre. Hein. Voilà la différence avec des produits conventionnels, on va dire, qui sont des matières actives chimiques. Après, moi, je réduis le maximum. Alors, j'ai la chance d'être sur un terroir des Pierres Dorées situé sur la commune de Thésée en altitude quand même assez élevée. Donc, certaines maladies comme le mildiou sont quand même moins présentes. Mais moi, depuis que je suis en bio, on va dire, je fais 4-5 traitements maximum par an. Quand la plupart en bio, malheureusement, sont obligés de faire 10-12 traitements, moi, je fais 4-5, voilà. Peut-être juste une question, pardon, je réagis à l'actualité, ça va être mon côté journaliste qui ressurgit malheureusement. Sur toute la polémique sur le glyphosate là, qui va encore rester là pendant 10 ans, comment vous réagissez à est-ce qu'on se dit toujours, oui, les paysans, enfin, les agriculteurs peuvent pas forcément s'en faire autrement. Est-ce que vous pensez qu'on va toujours faire autrement si on le souhaite, ou est-ce que c'est plus complexe que ça? Ouais, je pense que en fait c'est vraiment c'est un faux problème, le glyphosate. Le glyphosate, je dirais que bien sûr que c'est Monsanto qui est derrière, c'est beaucoup d'argent, mais je dirais qu'aujourd'hui, moi qui suis en bio, qui n'utilise plus de désherbant, donc plus de glyphosate depuis très longtemps, je vous dirais qu'aujourd'hui, je me facilite pas la tâche. Le désherbant, c'est la facilité. C'est vous faites une application en début de saison et vous êtes tranquille pendant 6 mois. Le bio, vous montez sur votre tracteur et vous passez vos charrues tous les mois. Donc quelque part, si on veut, allez, je vais jeter un pavé dans la mare, mais si on veut raisonner tout ce qui est calcul de tous les indices carbone et compagnie. Quand j'utilise mon tracteur, j'utilise du carburant, plus que quelqu'un qui va utiliser du glyphosate. Après, voilà, c'est la polémique, c'est qu'est-ce qu'on remet en cause. Le glyphosate, c'est un produit chimique, c'est une matière active. Aujourd'hui, certains disent que c'est cancéreux, d'autres qui disent que non. Voilà, moi je laisse ça aux autres. Moi, mon parti pris, c'est de pas utiliser ces produits-là. Oui. Pour votre propre conscience, en fait, et selon votre propre envie, comme vous le disiez, pas pour la communication. Et peut-être que vous allez arriver, parce que nous, on a reçu des vignerons qui faisaient ça, à vous dire, finalement, ce sera encore plus simple si j'utilisais, parce qu'ils disent que finalement, c'est devenu une simplicité. Si j'utilisais, par exemple, un cheval de trait qui passe entre mes vignes, c'est plus simple pour entretenir aussi la terre. Bon, voilà. Peut-être qu'on vous recevra la prochaine fois sur ce sujet, mais Jean-Louis Tremblay, justement, vous souhaitez réagir. Oui. C'est un vaste sujet, quand même, hein. Moi, je me régale en écoutant, en dégustant son vin, mais en écoutant Monsieur Bourbon, parce qu'il a ce bon accent lyonnais des Canuts, et Léon Daudet disait Lyon est une ville arrosée par 3 fleuves, Rhône, Saône et Beaujolais. Et ça, j'ai bien. D'ailleurs, j'ai découvert son vin chez un caviste des 7 chemins qui s'appelle Félix et qui travaille pour la Maison Barbet, vous le connaissez bien. Qu'on salue, un palais remarquable et toujours de bons conseils. Et il m'a fait découvrir cette bouteille qui s'appelle l'anticonformiste. Et là, j'aime beaucoup parce qu'il y a une véritable histoire à raconter. Alors d'abord, l'anticonformiste, sous-titre j'ai les boules. Ça, c'est l'étiquette. Ça commence bien. Ça commence bien. Il dit, et on rejoint vraiment Léo. Parlez bien dans le micro. Parce que, alors, le texte, c'est magnifique. On rejoint vraiment René Fallet, si vous voulez. Parce que là, il faut préciser quand même pourquoi j'ai les boules. Oui, justement. D'accord. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut-être Jean-Luc Bourbon va expliquer l'histoire? Je vais juste lire le début de ça. Parce que l'étiquette est un texte. C'est littéraire. À tous ces gens bien pensants, c'est pas ici, le tocsin étant anticonformiste, on peut quand même en parler. C'est pour ça qu'on s'entend bien. À tous ces gens bien pensants que ma personnalité dérange et qui rêvent que je sois un mouton. Voilà, on revient chez Fallet. Alors, expliquez-nous cette aventure. Ah non, mais attendez, pardon, mais le texte est magnifique, il faut le lire plus. Je propose que Jean-Luc Bourbon raconte l'histoire et qu'on lise le texte ensuite. D'accord, je le lirai à la fin. Excusez-nous, on se bagarre un peu, mais on s'aime beaucoup. C'est pas du tout organisé. Non, mais c'est surtout que l'alcoolémie aidant, si vous voulez, le ton monte. Hein. Ça, je le note. C'était beaucoup plus calme au début. On va se fâcher bientôt. Allez-y, on vous écoute. Donc l'histoire de ce vin, elle est un petit peu, on va dire, particulière. Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai repris le domaine familial en 2002 à la suite de mon père qui lui ne vendait pas de vin en bouteille, livrait ses vins à la citerne pour des négociants. Et quand j'ai repris le domaine, j'avais à l'époque 7 hectares de vignes de Gamay et je faisais que du Beaujolais. Et là, je me suis dit, il faut développer et pourquoi pas amener des nouveaux cépages. À l'époque, je me suis simplement posé la question, quels sont les vins que tu aimes, que t'adores? Et moi, c'était les Côtes du Rhône septentrionaux, c'est les Hermitages, Crozes, Saint-Jean, Côte-Rôtie. Et j'ai dit, je vais planter de la Syrah.
Voilà. Donc j'ai planté de la Syrah sans rien demander à personne. J'ai simplement déclaré à l'époque auprès des douanes, puisque c'est géré par eux, ma plantation. Et à l'époque, le directeur de service des douanes m'avait rappelé en disant: Monsieur Bourbon, vous êtes trompé, vous avez mis de la Syrah. Je dis: ben oui, je me suis pas trompé, c'est vraiment de la Syrah. Et il me dit: bon, vous êtes le premier dans le Beaujolais à mettre de la Syrah, voilà. Donc voilà la petite information. Et puis, bon an mal an, j'ai fait une première cuvée, une toute petite, une micro cuvée, on va dire, la première récolte en 2006, et je l'avais appelée Instinct S pour Syrah. Et j'avais fait déjà à l'époque un poème, un petit texte, suite à un discours à l'époque d'un ancien président des instances beaujolaises qui avait fait un discours en déclarant: jamais la Syrah ne fera du vin en terre beaujolaise. Or, moi, 4 ans avant, j'en avais planté. Donc, j'ai fait un petit poème un petit peu provocateur, on va dire, et j'avais dédié ce texte à cette personne-là, et je lui avais envoyé 6 bouteilles. Et Sympa. lui, derrière, ça a découlé sur beaucoup d'embêtements, beaucoup de soucis, on va dire, et pour rester poli. Et l'année d'après, le Instinct S est devenu J'ai les boules. D'accord, mais donc qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu des difficultés à avoir le droit de commercialiser ce vin? Non, ça a été des pressions, ça a été des contrôles de l'administration française, ça a été beaucoup de pressions syndicales, enfin voilà, beaucoup de choses. Ce beau pays de France. Alors je vous propose reste fidèle à sa réputation. d'abord, j'en profite pour faire un merci à Jean-Louis Tremblay que j'ai rencontré il y a un an et demi maintenant, qui nous a fait découvrir des très grands auteurs et des très bons vins. Et donc l'Anticonformiste, il me l'avait fait découvrir bien avant qu'on organise cette émission. Et on a passé une très bonne soirée grâce à l'Anticonformiste et grâce à Jean-Louis Tremblay finalement. Autour d'un magnum. En plus, ouais, exactement. Avec donc une étiquette, une histoire de ce vin qui, non seulement, d'abord, il est bon, et en plus, il nous réconforte finalement, parce que votre étiquette et votre cri de colère et du cœur, je pense que beaucoup d'auditeurs ici, on en parle souvent de ce malaise finalement, et du fait qu'on va se retrouver autour de vraies choses. Eh bien, on le ressent dans cette étiquette, et c'est pour ça que je propose que Jean-Louis Tremblay la lise maintenant. Oui, moi j'aime bien parce que l'étiquette reflète l'esprit rebelle, si vous voulez, l'esprit rebelle des Français, celui qui irrigue le Français quand il est dans les manifs de gilets jaunes ou anti-vax, si vous voulez. Bon, voilà, il est contre l'esprit moutonnier. Alors voilà ce texte, parce que il est très très bien, si je puis me permettre. C'est un peu mon métier de journaliste, quoi. J'écris de temps en temps, le moins possible, mais enfin bon, je suis obligé. Sinon, je serais lourdé assez vite. Bon, à tous ces gens bien pensants que ma personnalité. Voilà, essayez de parler bien dans le micro. Oui, c'est bien, mais c'est très difficile, parce que lire devant un micro, il y a 3 grammes. Bon, voilà. Non, pas 3 quand même. Alors, à toutes ces décisions qu'ils prennent et qui m'empêchent de faire ce que bon me semble, à toutes les contraintes de production et d'agrément auxquels personne ne comprend plus rien. Là, la description de la France, on est chez Courteline. À tous ceux qui, un jour, se sont réjouis de mes emmerdes. À tous, je dédie ce vin qui m'a calmé, qui me console et me rassure, mais sachez tout de même que, et là, en caractère majuscule, j'ai les boules. 3 points d'exclamation. Alors, mes chers amis, vous qui allez déguster ce vin, buvons à notre santé, à notre réussite et à notre indépendance. Et Gaumont, grâce à ce nectar, les couardise et médisance, et ne pensons qu'à ce bonheur immense de boire entre amis. Voilà. Bon. C'est une invitation à la dive bouteille. Voilà. Ouais, D'ailleurs, c'est une très belle manière de l'ouvrir et de la goûter, d'ailleurs. Et alors, donc, le texte est beau, le nom est très bien trouvé, et la bouteille est bonne. Et franchement, là, je le dis à tous nos auditeurs, parce que parfois, on peut avoir un bel effet de com sur une étiquette, mais le fond n'y est pas forcément, et nous, on aime bien quand il y a du fond aussi. Là, il y a du fond. Le contenu correspond au contenant. Ouais. Voilà, franchement, bravo à vous. Et merci. Ouais. Mais je vous propose, en tout cas, que vous nous serviez cet Anticonformiste. Et je voudrais aussi demander, parce que Jean-Luc Bourbon n'en est pas à son coup d'essai avec ce Syrah qu'il a planté en terre de Gamay. En blanc aussi, vous avez des vins anticonformistes, dont un qui est en blanc. Quand on fait du blanc chardonnay, on fait généralement, quand on fait du blanc en Beaujolais, on fait généralement du chardonnay. Et là, vous avez aussi tenté une cuvée de Vionnier, donc là aussi qui est un cépage du sud. Est-ce que vous avez l'impression avec ces 2 cuvées de Vionnier et de Syrah que le climat du Beaujolais, la terre du Beaujolais, fait des vins différents que lorsqu'ils sont plantés dans leur terre d'origine, j'ai envie de dire?
Écoutez, bon c'est pareil, hein, le Vionnier, alors lui il s'appelle, donc c'est toujours l'anticonformiste, il s'appelle Ainsi soit-il. Donc là j'étais calmé, il y a toujours un petit texte sur l'étiquette et où je dédie ce vin plus aux gens qui ont des amis et je finis par dire plaignons tous ces cons qui ne savent pas ce qu'est un véritable ami. Voilà, mais c'est pour. Je dirais qu'aujourd'hui, alors quand j'avais planté ces cépages-là, donc 2003, 2004. On parlait pas de réchauffement climatique. Moi, la seule motivation, c'était ces vins du Sud, justement, je les aime. Donc, je vais essayer pourquoi pas, de faire quelque chose. Après, sur les terroirs, moi, sur ma commune, j'ai des granites, j'ai des sables, j'ai des argilo-calcaires. On va retrouver les mêmes terroirs que les Hermitages, Crozet-Hermitage et Saint-Joseph. Et du coup, c'est des appellations qui ont ces cépages-là. Et donc, finalement, ils se sont adaptés. Et le réchauffement climatique, aujourd'hui, me donne raison, parce que les premières récoltes que je faisais sur ces cépages-là, j'avais un décalage d'une quinzaine de jours avec les gamay et les chardonnays. Et aujourd'hui, ça s'est réduit à entre 5 et 8 jours maximum. Voilà. Donc, le réchauffement climatique me conforte dans mon choix, mais ça n'a jamais été ça ma motivation. C'était vraiment dans l'idée de faire des vins de qualité tels sont les Condrieu, les Saint-Jean, les Côte-Rôtie, quoi. D'ailleurs, on sent vraiment, je viens de le sentir, j'avais déjà bu aussi et j'avais beaucoup apprécié ce vin du Gelée Boule, pardon. Et on sent vraiment le côté boisé du Syrah. Mais d'ailleurs, le Syrah qu'on retrouve, alors j'ai lu ça, je sais pas, peut-être que vous êtes plus au courant que moi, que maintenant on se mettait même à planter du Syrah dans des vignobles beaucoup plus au nord. Et même en Alsace, finalement, qui est en plus une terre de blanc. Oui. Et là, apparemment, il y aurait même du Syrah qui se plante en Alsace avec ce réchauffement climatique qui fait que c'est plutôt les cépages qui résistent au soleil plus longtemps qui vont être privilégiés par rapport aux autres. Ouais, mais ça, oui. Je pense que la motivation du réchauffement climatique est vraiment là. On le voit, hein, ils se plantent des vignes de plus en plus au nord, on va dire. Hein. Moi, j'ai mon fils Dorian qui revient de 2 mois de stage au Danemark. Je ne savais même pas que le Danemark avait des vignes. Donc, vous voyez, voilà, il est revenu il y a 3 semaines de vendange là-bas. Et ça se boit. Donc, ils ont des cépages allemands, ils ont des cépages français. Donc, oui, effectivement, le réchauffement climatique va faire remonter un petit peu les cépages naturellement, on va dire. Alors, vous avez d'autres vins anticonformistes. Vous avez aussi un cépage suisse qui s'appelle le Gamaret, qui est sans doute un petit frère du Gamay. Vous avez l'Amphoré, qui est un vin que vous vieillissez en amphore. Donc, vous avez cette volonté finalement d'allier un travail très traditionnel qu'on peut voir dans le bio, où on va utiliser des produits qui n'existent que dans le vivant, mais en même temps, vous songez toujours à innover. Donc, est-ce que c'est aussi une volonté de votre part d'allier cette tradition et en même temps toujours cette volonté d'innover et d'avoir des nouveautés et de ne pas rester dans les codes finalement? Alors, je revendique rien, je le fais naturellement, je le fais avec mon instinct, avec mon cœur. Le Gamaret, c'est particulier, la cuvée, elle s'appelle Frangin, en hommage à mon grand frère, Jean-Patrick, qui malheureusement est décédé en 2017, et qui était vigneron, et qui, lui, était à l'initiative de planter les Gamarets sur son exploitation. Et voilà. Et donc, ça, c'est le Gamaret. Alors, aujourd'hui, vous en trouvez un petit peu dans le Beaujolais. Effectivement, c'est un cépage hybride qui arrive de Suisse, qui est à la base un petit frère, comme vous avez dit, du Gamay. Donc qui est intéressant pour la région puisque c'est un cépage qui craint moins la maladie, notamment la pourriture grise. Donc les peaux sont très épaisses, donc il est plus résistant. Et puis après, l'amphoré, je le fais à base de pinot noir. Ça c'est pareil, c'est à l'instinct. J'ai acheté des amphores, j'avais goûté des vins faits en amphore. Alors la particularité, c'est que je laisse les raisins pendant 1 an dedans. C'est-à-dire que je les presse pas, je les laisse et je les presse la veille de ramasser les raisins de l'année suivante. Ah oui. Donc ça fait un vin très gnôlé, un petit peu, des typicités bien du pinot, mais vraiment sur la gnôle, sur le marc de raisin, et très avec énormément de tanins qui vont se peaufiner avec le temps. Mais voilà, mais ça, je travaille vraiment à l'instinct. Moi, je revendique rien, hein, je le fais avec mon cœur, voilà, avec mes tripes et mon cœur, mon vin. Je m'occupe pas de ce qui se fait chez les voisins, je m'occupe pas de ce qui se fait ailleurs.
Mais on a compris, vous êtes à l'instant. extrêmement sincère. C'est ce qui plaît beaucoup à nos auditeurs en ce moment. On a beaucoup de monde en direct et qui font beaucoup de réactions, qui vous félicitent pour tout ce que vous faites et vous dites que vous êtes un vrai créateur et surtout vous parlez avec le cœur et vous produisez avec le cœur et c'est ce qui compte. Mais on a quand même des réactions comme Michel Bourbi qui nous disent mais moi j'adorerais mais le vin bio avec un SMIC c'est pas gagné. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qui pensent ou qui considèrent encore que c'est inaccessible finalement le vin bio? Alors le problème, oui, effectivement. Alors moi j'explique simplement, pour être passé en bio depuis quelques années, économiquement c'est plus compliqué. On a beaucoup plus de travail et beaucoup moins de rendement, puisque vous avez quand même si on travaille les sols, vous avez une concurrence de l'herbe et qui fait qu'aujourd'hui, moi mes vignes, je vais vous donner un exemple. Le rendement sur les gamets, sur le Beaujolais, et le rendement moyen est de 60 hectolitres à l'hectare. Moi, ça fait 4 ans de suite que je plafonne à 30-35 hectolitres. Voilà, donc vous avez 50% de récolte en moins qui disparaît. Mais indirectement, vous êtes un petit peu obligé de répercuter sur les prix de vente. Ouais. Ça, c'est vraiment purement économique. Si je le fais pas, je suis mort. Voilà, je suis plus producteur de vin et je veux pas revenir en arrière, revenir sur le conventionnel uniquement pour le côté économique. Mais voilà, il y a ce petit côté économique qui est nécessaire. Et après, comme je vous disais tout à l'heure, malheureusement, vous avez, c'est quand même une demande aujourd'hui de respecter, on va dire la nature, le bio, revenir aux choses les moins polluantes possibles. Et puis vous avez des petits malins derrière qui font du business et qui eux se remettent 25-30% sur les prix et qui forcément sont pas forcément nécessaires, quoi. Et puis il y a aussi, il faut dire, quand on achète un vin chez un caviste à Paris, il est toujours plus cher que chez le producteur. Et souvent, il y a des vins qu'on pense qu'ils sont très chers à Paris et ou ailleurs, mais en tout cas quand on les achète pas chez le producteur et qui, je sais pas si vous faites des visites vous, Jean-Luc Bourbon, dans vos domaines et que vous faites de la vente en direct, mais en tout cas souvent ça permet aux consommateurs d'acheter le vin à un prix beaucoup plus abordable. Après, on va pas forcément accuser le caviste qui lui-même paye un loyer, tout ça. Enfin, c'est pas une accusation envers le caviste qui d'ailleurs nous a fait connaître ce vin et sans qui on n'aurait pas Jean-Luc Bourbon avec nous ce matin. Oui. après les gens. Le prix. Allez-y. Pardon. Je dis le prix du bio, malheureusement, je dirais, c'est un vrai business. Aujourd'hui, c'est un business qui échappe souvent aux producteurs. Après, je comprends qu'il y a comme vous avez dit, il y a des loyers, il y a des charges, il y a tout un tas de choses. Comme nous, moi aussi, j'ai augmenté mes prix de vin depuis que je suis en bio. Déjà, vous avez la certification bio et ça, c'était pour ça que je voulais jamais être certifié parce que vous devez payer un auditeur qui vient contrôler. Après, c'est normal qu'on soit contrôlé, qu'on justifie de ce qu'on fait, qui est des vrais contrôles qui sont faits sérieusement en plus. Mais vous êtes obligé de faire un chèque pour pouvoir avoir la certification. Donc déjà là, pour moi, c'est pas normal ça. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, infiniment même, Jean-Luc Bourbon, d'abord pour tout ce que vous faites. En fait, on l'a dit avec sincérité, ce travail, ce retour on va dire au vin le plus bio possible, mais pas dans le sens de la com, mais dans le sens du respect de la terre, du respect aussi de notre terre, de ce que nous sommes. Et c'est un peu ça aussi qu'on tente de représenter aujourd'hui avec vous, avec cette nappe à carreaux rouges, avec nos deux amis Valentin Schermer et Jean-Louis Tremblay. Et je suis vraiment ravie qu'on ait pu faire cette émission. Donc merci beaucoup à vous, Jean-Luc Bourbon. Je rappelle les deux étiquettes que nous avons devant nous, l'anti-déprimeur, donc ça c'est le Beaujolais, et puis l'anticonformiste Gelée Boule qui est absolument délicieux. Je voulais lire un peu des commentaires que j'ai eu de vous, chers auditeurs, en direct ici, qui sont tous des citations pour dire aussi que finalement le vin, ça donne aussi, ça nous rend un peu volubile et on connaît beaucoup de personnes qui ont réagi sur le vin. Alors on a Guy Sava qui ont dit à nos femmes, nos chevaux et à ceux qui les montent. Voilà, ça c'est. On a Aaron SX qui cite lui-même Gérald Depardieu qui nous dit on peut tout dire sur le vin, mais en général il vaut mieux fermer sa gueule. C'est pas mal non plus. On va finir par faire ça dans quelques secondes. On a Olga Poupon qui nous cite Charles Baudelaire, il faut toujours être ivre, tout est là. C'est l'unique question pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre. Et puis là, je vais finir par Laurence Maria, ne pas boire pour oublier, mais déguster pour se souvenir. Voilà, en tout cas, merci à vous tous. Justement, on pourrait rajouter Rabelais, je bois pour les soifs de demain. Voilà, ça c'est bien vous. Tiens, Valentin Schermer. Merci à vous tous, merci pour cette très belle émission et merci de la rendre possible. Merci, chers auditeurs, et continuez d'être toujours plus présents. On a encore battu des records et surtout, on est arrivé à 60 000 abonnés sur YouTube. Et puis, vous n'êtes pas que sur YouTube, c'est ça qui est super. Merci à vous tous et on vous dit à demain, 7h30.